Ce matin, nous sommes là pour parler de la transfusion sanguine, hein. Le thème proposé par les organisateurs, c'était la transfusion sanguine, généralité, gestion des risques. Mais j'irai un peu plus loin que ces simples généralités, gestion des risques, parce que nous allons parler, je vais évoquer quand même un aspect qui concerne la participation de tout le monde pour l'atteinte des objectifs qu'on attend de ce sous-secteur de la santé. Donc, nos propos vont se dérouler selon le plan ci-après. Après une introduction, je parlerai de quelques définitions. Je vais évoquer les produits sanguins labiles, les règles de compatibilité, notamment dans le système ABO, la prescription et les indications des produits sanguins labiles. Je vais parler de l'acte transfusionnel, les risques liés à la transfusion sanguine et leur gestion. Et enfin, je vais m'appesantir sur les facteurs influençant la disponibilité des produits sanguins labiles. Et c'est ce qui fait vraiment l'élément majeur, je dirais, de cette présentation ce matin. Et je vais terminer par une conclusion. La transfusion, c'est l'administration du sang ou l'un de ses dérivés, un instant, c'est l'administration du sang ou l'un de ses dérivés d'un donneur à un receveur. C'est un acte médical qui va consister à compenser des déficits constitutionnels ou acquis d'un ou de plusieurs constituants du sang. Et enfin, la stratégie de la transfusion sanguine, c'est de faire le meilleur usage possible des produits sanguins labiles tout en assurant la sécurité du receveur. Ces deux éléments majeurs, surtout pour nous professionnels de la santé. Le meilleur usage, l'usage rationnel des produits sanguins labiles et assurer la sécurité du receveur. Donc, la bonne sécurité transfusionnelle, qui est un élément, un aspect incontournable de la transfusion, va exiger de nous le respect des bonnes pratiques de recrutement des donneurs de sang, la qualification biologique des dons, de bonnes pratiques de préparation, de conservation et de distribution des produits sanguins labiles et de bonnes pratiques de médecine transfusionnelle. Un élément important à rappeler, c'est l'éthique du don du sang. La transfusion, le don de sang doit reposer sur le volontariat, le bénévolat, l'anonymat, la responsabilité et l'absence de profit. Je pense que dans les discussions, on pourra revenir largement sur l'intérêt et la nécessité de chacun de ces items. Élément dans mon introduction sur lequel je vais insister, c'est le caractère irremplaçable du sang. Le sang, jusqu'à ce jour, il est irremplaçable. Et il ne faut pas oublier l'impact transversal de la transfusion. Le système transfusionnel de tout pays, son état vous donne l'état du système de santé du pays, la qualité des soins, de même que la prise en charge préventive d'un certain nombre de pathologies infectieuses qui sont notamment prioritaires. C'est quoi les produits sanguins labiles que classiquement nous appelons PSL? Il s'agit de produits issus d'un donneur et destinés à un receveur, obtenus par séparation des éléments figurés du sang. La durée de vie et les conditions de conservation de ces PSL varient selon le type de produit sanguin labile. Par exemple, quand on prend par exemple le plasma frais congelé, nous pouvons les conserver une année entière. Deux types de transfusions. Nous avons les transfusions homologues. Tout le monde comprend qu'il s'agit de dons issus de donneurs compatibles. Et les transfusions autologues, il s'agit de dons issus du patient lui-même. Les produits sanguins labiles, on les aura à partir du sang total, comme c'est représenté sur cette diapositive, de la gauche vers la droite. À partir du sang total, on procédera par séparation et on obtiendra in fine des concentrés de globules rouges
et après les concentrés de globules rouges, nous pouvons avoir les concentrés de plaquettes standards et enfin, troisième constituant, le plasma. Les plaquettes, on peut également soit les avoir de façon unitaire à partir d'un seul donneur, mais comme on peut également pouler un ensemble de donneurs et avoir un mélange de plaquettes standards. Le plasma, on peut l'utiliser dans son entièreté dans un cadre thérapeutique, mais à partir également de ce plasma et pas des procédés de fractionnement, on aboutira aux médicaments dérivés du sang, qui sont cette fois-ci plus des produits sanguins labiles, mais plutôt des produits sanguins stables. Nous allons à présent aborder les règles de compatibilité. Quand on parle transfusion, on sous-entend, on entend immédiatement compatibilité. La loi de Landsteiner nous rappelle qu'on possède dans son plasma les anticorps correspondant aux antigènes absents de ces hématies. Là, surtout dans les deux principaux systèmes dont on tient compte, c'est-à-dire le système ABO et puis le système RH, là, on est en train de parler du système ABO. Les anticorps, on aura toujours à l'esprit qu'ils sont dans le plasma et ces anticorps vont correspondre à des antigènes absents sur les hématies. Et le principe sur lequel repose la transfusion, c'est d'éviter la rencontre d'un antigène globulaire qui est présent sur les globules rouges du concentré de globules rouges avec l'anticorps spécifique qui est présent, comme je le disais, dans le plasma. Il ne faut jamais apporter un antigène qu'un patient ne possède pas. Toujours dans les règles de compatibilité, je vais rappeler dans le système ABO les bases de l'immunohématologie. L'immunohématologie repose sur la présence d'antigènes. On en a de deux types, les antigènes A et B. Les anticorps qui sont dans le plasma, ces anticorps également sont de deux types, les anticorps anti-A et les anticorps anti-B. Vous comprenez, comme on l'a dit, lorsque vous avez l'antigène A, vous avez l'anticorps anti-B et le sujet qui porte l'antigène B, lui, par contre, il va porter l'anticorps anti-A. Et la réaction antigène-anticorps, ben, cela va permettre la détermination du groupe sanguin. Le tableau juste à côté nous rappelle dans le système ABO et les quatre groupes, groupe A, groupe B, groupe O et groupe AB, les antigènes présents et les anticorps correspondants qui sont, je vais dire, en parallèle et qui sont en regard de l'antigène qui est présent. Lorsque l'antigène est présent, l'anticorps n'est pas présent chez le sujet. Les anticorps, on va distinguer les anticorps naturels qui sont dits réguliers. Dans le système ABO, ces anticorps sont présents systématiquement. Ainsi, le sujet qui est du groupe A aura systématiquement l'anticorps anti-B. Il en est de même pour le sujet du groupe B qui va posséder l'anticorps anti-A. Ainsi de suite. Si vous portez les deux antigènes, c'est-à-dire si vous êtes du groupe AB, vous n'avez pas d'anticorps. Et si vous n'avez pas d'antigène, c'est-à-dire les sujets du groupe O, ces sujets, ils auront les anticorps anti-A et les anticorps anti-B. Lorsque l'anticorps n'est pas régulier, ben, il est irrégulier. Et quand l'anticorps est irrégulier, cela veut dire qu'il n'est pas naturel, mais il devient acquis dans un processus transfusionnel ou dans le cadre d'une grossesse. C'est le cas, par exemple, de l'anticorps anti-D qui va apparaître chez un sujet D négatif. L'antigène D faisant partie du système RH. Toujours dans les règles de compatibilité, deux réactions antigènes-anticorps sont à connaître. Les réactions d'hémolyse qui vont survenir in vivo, c'est-à-dire la destruction des globules rouges
par des réactions antigènes-anticorps, cela va se produire, par exemple, dans le cadre de transfusion incompatible et la réaction d'agglutination qui survient in vitro, c'est la réaction antigène-anticorps qui va entraîner la formation d'agglutinats, la formation d'agrégats visibles à l'œil nu. Cela va nous permettre de réaliser non seulement le groupage sanguin, mais on va y revenir un peu plus loin, le contrôle ultime pré-transfusionnel, élément incontournable rentrant dans le cadre de la sécurité transfusionnelle. Toujours dans les règles de compatibilité, je remets le schéma d'Ottenberg, je pense que tout le monde le connaît. Lorsqu'il s'agit de transfuser des concentrés de globules rouges et des plaquettes, on va en tenir compte. Le principe, une fois encore, vous n'apportez pas d'antigènes correspondant aux anticorps présents chez le receveur. Donc, dans l'idéal, nous allons procéder à des transfusions isogroupe isorésus, c'est-à-dire le sujet qui est du groupe O, on va lui apporter du sang O, le sujet du groupe A, on va lui apporter du sang A. Mais des fois, on se retrouve en situation où le groupe iso n'est pas disponible. On sera obligé cette fois-ci de donner un sang qui est compatible. Donc, le sujet du groupe O, vous vous souvenez, il ne porte pas d'antigène. On va pouvoir transfuser ces concentrés de globules rouges et ces plaquettes à un individu du groupe AB et AB. Celui qui est du groupe A ne pourra donner qu'à quelqu'un du groupe AB. Celui qui est du groupe B à quelqu'un du groupe AB. Je pense que ceci, c'est un rappel que tout professionnel de santé connaît parfaitement. Dans le cadre d'une transfusion de plasma, vous comprenez que cette fois-ci, tout est inversé. D'où le sens des flèches qui partent cette fois-ci de la droite vers la gauche. Parce que n'oubliez pas, dans le plasma, c'est des anticorps que nous avons. Et cette fois-ci, il ne faut pas amener des anticorps en présence d'antigènes chez le receveur. Donc, ce que nous avons dit présentement se retrouve inversé lorsqu'il s'agit de transfuser du plasma. Nous allons à présent aborder la prescription des produits sanguins labiles. La prescription des produits sanguins labiles, c'est la décision transfusionnelle. Elle doit être rapide et coordonnée. Souvent, lorsque nous prenons la décision de transfuser, comme on le dit classiquement, on ne va pas transfuser des chiffres. On va transfuser des situations cliniques correspondant à des anémies décompensées. Et dans ces situations, il faut aller vite et prendre une décision rapide et coordonnée. Un certain nombre de prélèvements sont à réaliser obligatoirement avant l'acte transfusionnel sur des tubes prélevés avec identification du patient, nom, prénom, sexe et naissance. Un certain nombre de tubes iront à la banque de sang pour ces examens pré-transfusionnels et un tube, la plupart du temps, le tube sec, va rester au niveau du service clinique pour le contrôle ultime au lit du malade. J'en parle encore une fois de plus. C'est vraiment la dernière sûreté pour éviter des accidents. Il faut informer le patient ou son représentant légal l'éventualité de la transfusion, la nature de la transfusion et le porter des informations sur ce qui concerne les risques transfusionnels. Vous avez pris la décision de transfuser, ben, il faut commander le produit sanguin labile qu'on désire transfuser. Au Bénin, nous avons une fiche de distribution nominative. C'est une fiche à 3 feuillets autocarbonés, c'est-à-dire vous écrivez sur le premier volet et cela va transparaître sur les 2 autres volets. Un feuillet ira à la banque de sang, un feuillet va revenir pour le service transfuseur et un feuillet va être gardé pour la traçabilité. En transfusion sanguine, la traçabilité, l'hémovigilance vont de pair et constituent des notions incontournables quand on est en médecine transfusionnelle. Donc, quand vous voyez cette fiche, je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que c'est une fiche qui est spécifique au Bénin. Cette fiche porte un certain nombre de renseignements. Vous voulez transfuser quel produit sanguin labile? C'est quoi l'indication? Il y a les parties qui doivent être remplies par le service demandeur, la partie qui doit être remplie par la banque de sang et enfin
une fois que cela revient au service transfuseur, il y a une partie qui doit être remplie avec toujours la partie concernant le résultat du contrôle ultime au lit du malade. Toutes les rubriques doivent être remplies, ainsi que les cases de cette fiche de distribution nominative, parce que si ce n'est pas fait, toute information manquante correspond à une non-conformité et entraîne un rejet systématique de la demande. Les examens à réaliser dans la prescription des produits sanguins labiles. Au Bénin, nous allons réaliser le groupage ABO-RH, et notamment l'antigène D, et nous allons faire des examens de compatibilité. Sous d'autres cieux, on pourra aller plus loin et faire non seulement un groupage ABO-RH-KEL, mais dans certaines situations, on sera amené à faire un phénotypage étendu. Donc, on va questionner des groupes sanguins plus importants, du FI, MNS et autres, dans le cadre sur certains terrains. On sera amené à demander une recherche d'agglutinine irrégulière qui doit toujours dater de moins de 3 jours, je le rappelle, et l'épreuve de compatibilité si une recherche d'agglutinine irrégulière revenait positive. Je rappelle à l'attention de tout le monde qu'actuellement, nous pouvons réaliser en routine au Bénin le phénotype RH-KEL. Quels sont ces produits sanguins labiles et quelles sont leurs indications que nous abordons actuellement? Le sang total, en principe, il ne devrait plus être utilisé. En quelque sorte, vous comprenez que dans le sang total, à un individu, vous passez des globules rouges, vous passez des plaquettes et vous apportez du plasma. La plupart du temps, les individus n'ont besoin, les patients n'ont besoin que d'un composant. Ça représente en quelque sorte une perte. Donc, la réalité, et surtout dans le département du littoral, chez nous au Bénin, le sang total n'est plus du tout utilisé. Mais ce sang total doit servir de base de préparation aux autres produits sanguins labiles, par séparation, comme nous l'avons dit. Et le risque d'allo-immunisation érythrocytaire et anti-HLA est beaucoup plus important avec le sang total. Donc, le fait de ne pas utiliser le sang total permet d'éviter ce risque d'allo-immunisation. Les indications actuellement sont représentées par des hémorragies aiguës massives et des indications des sanguino-transfusions. Le concentré de globules rouges, c'est l'élément que nous allons surtout utiliser. L'acheminement doit mettre en œuvre une glacière avec des accumulateurs. Cela ne devrait pas être transporté à l'air libre. Un concentré de globules rouges est supposé théoriquement augmenter le taux d'hémoglobine d'1 gramme par décilitre. Et avec le concentré de globules rouges, le risque d'allo-immunisation anti-HLA est nettement réduit. Ces indications sont représentées par l'anémie sévère et l'anémie décompensée. Le plasma frais congelé, comme mon troisième produit sanguin labile, le plasma frais congelé, il va nous apporter comme élément que nous voulons utiliser des protéines, des facteurs de coagulation, ça il faut l'avoir à l'esprit, protéines, facteurs de coagulation surtout dans les pathologies de l'hémostase, les hémophiles, lorsqu'on ne dispose pas de facteurs anti-hémophiliques. Donc, cela doit être décongelé, transporté dans une glacière et passé dans les 6 heures qui suivent. La décongélation étant réservée, s'étant assurée par les services, par les banques de sang. On va l'utiliser dans toutes les situations cliniques de déficit en facteurs de coagulation, la réalisation d'échanges plasmatiques et les situations des sanguino-transfusions. Et enfin, il y a les concentrés de plaquettes standards. Les concentrés de plaquettes standards
Par poche, le contenu minimal est estimé à 0,5 10 puissance 11 et la posologie, c'est un concentré de plaquettes standard pour 7 kg de poids. Le transport doit s'assurer de façon très rapide dans une glacière sans accumulateur ni glace entre 18 et 24 degrés Celsius. Je rappelle que dans ce laps de temps de transport des plaquettes, on doit, pour maintenir les plaquettes en vie, on doit les garder sous agitation douce et on va l'utiliser principalement dans les thrombopénies sévères. L'acte transfusionnel en lui-même, l'étape pré-transfusionnelle, lorsqu'au Bénin, vous recevez le produit sanguin labile avec les 2 feuillets restants, vous vous souvenez, nous avons dit qu'un des feuillets va rester pour le service transfusionnel et le dernier doit être retourné au service à la banque de sang dans un but de traçabilité. Il faut vérifier la concordance des produits commandés et des produits reçus. Cela paraît banal, mais cela permet d'éviter des erreurs grossières. Il faut vérifier l'aspect du contenu, la péremption et l'intégrité de la poche, préparer le matériel de transfusion, faire un monitoring continu, c'est-à-dire la surveillance des constantes vitales, et puis un abord veineux si possible avec une grosse veine de l'avant-bras. Un calibre G18 ou G16 doivent être effectués lors de l'acte transfusionnel au lit du malade. Une fois encore, on a parlé de contrôle de concordance à la réception des produits sanguins, mais j'insiste encore une fois de plus, au lit du malade, on reprend encore ce contrôle des concordances, l'identité du patient et celle sur la fiche de distribution nominative, les résultats du groupage ABO-D du patient ainsi que de la poche. Et enfin, avant la transfusion, réaliser le test de contrôle ultime au lit du malade pour la transfusion des concentrés de globules rouges homologues et autologues. Cela s'effectue entre le sérum du patient, c'est-à-dire on prend une grosse goutte du sérum du patient. On avait dit antérieurement que parmi les échantillons prélevés, on doit garder un tube sec dans le service, une grosse goutte, et à partir des boudins de la poche de sang, vous prenez une goutte des hématies et vous mettez le tout ensemble pour vérifier l'absence de réaction antigène-anticorps avant de procéder à la transfusion. Pendant la transfusion, il faut compléter la fiche de distribution. Il faut procéder à la surveillance en continu du sujet transfusé, 15 minutes, et puis toutes les 30 minutes. Il faut surveiller l'apparition de signes cutanés anormaux. Il faut toujours avoir l'esprit, le patient peut me signaler des sensations anormales, notamment une douleur lombaire, une sensation de chaleur, des malaises, une angoisse qu'il faut prendre en compte. Toujours durant l'acte transfusionnel, la vitesse de la transfusion. Chez un adulte, la plupart du temps, nous allons réaliser 2 à 5 ml par minute, puis après ces 15 premières minutes passées à 10 à 15 ml par minute, soit un concentré de globules rouges en 30 à 45 minutes environ. En cas d'hémorragie du postpartum, on peut accélérer ce débit. Un apport de sang massif total, il faut l'avoir à l'esprit, peut provoquer une hypothermie et un risque de CIVD. Après l'étape de la transfusion, en post-transfusion, il faut compléter les fiches de traçabilité, remplir les registres de transfusion et les archiver, les enregistrer. On va garder la poche vide et le carton, le papier Bristol sur lequel nous réalisons le contrôle ultime au lit du malade pendant au moins 2 heures après la fin de la transfusion sanguine. Et vous comprenez, nous avons dit au début, en introduction, que c'est un acte qui constitue à substituer des constituants, des pénuries au niveau du malade. Il manque quelque chose. Nous avons apporté l'élément manquant. On conçoit alors qu'il faudrait contrôler l'efficacité de notre transfusion. Pour le sang total, on va utiliser le sang total ou le concentré de globules rouges, on va utiliser des éléments cliniques, c'est-à-dire le pouls, la tension, la fréquence respiratoire, la température. On devrait voir ces signes qui signent une décompensation, s'amender, s'améliorer, les urines. Et après 24 heures,
on va contrôler le taux d'hémoglobine. Dans le cas de l'administration du plasma frais congelé, un bilan d'hémostase pourrait être réalisé 1 à 2 heures après la transfusion. En cas de concentré de plaquettes standard, une numération plaquettaire peut être réalisée 2 heures après la transfusion pour voir la remontée du nombre de plaquettes. À présent, nous allons aborder les risques et gestion liés à la transfusion sanguine. Quand on parle de risques et de gestion, vous comprenez que nous évoquons des accidents de type. On peut avoir des incidents immédiats dans un délai de 8 jours après notre transfusion et des incidents retardés qui sont ces incidents qui vont survenir au-delà de 8 jours. Nous devons savoir les dépister. En cas de problème, au cours de l'acte transfusionnel, je suis confronté à un incident. Quelle doit être ma réaction? Devant toute suspicion de réaction transfusionnelle, ben, il faut procéder à l'arrêt de la transfusion, maintenir la voie d'abord, alerter le médecin et signaler l'incident au médecin hémovigilant, conserver le produit sanguin labile, remplir la fiche d'alerte de l'événement indésirable receveur et effectuer des bilans conformément à la procédure pour pouvoir assurer la procédure d'hémovigilance. Quels sont ces effets indésirables? Et ces effets indésirables receveurs, les effets indésirables receveurs immédiats, nous allons les classer en 2 groupes. Il y en a d'immunologiques et de non-immunologiques. Parmi ces effets indésirables receveurs immédiats immunologiques, on aura les hémolyses, les transfusions inefficaces, les réactions frissons hyperthermiques, les OAP lésionnelles. On peut avoir purpura thrombopénique post-transfusionnelle et des réactions allergiques qui sont souvent des réactions, des effets assez fréquents. Parmi les non-immunologiques, on aura la contamination bactérienne, la surcharge volémique, les accidents métaboliques et les accidents techniques. Parmi ces effets indésirables receveurs qui sont retardés, c'est-à-dire dans un délai de temps au-delà de 8 jours, nous allons également distinguer des effets indésirables receveurs retardés immunologiques, des effets indésirables receveurs retardés infectieux et des effets indésirables receveurs retardés liés à la surcharge. Parmi ces effets indésirables immunologiques, on aura les alloimmunisations, les anticorps anti-érythrocytaires, les anticorps anti-HLA liés aux anticorps antiplaquettaires et le GVH. En ce qui concerne la transmission d'agents infectieux, on aborde là des agents infectieux tels que les virus, les bactéries, les parasites, et puis un certain nombre d'agents émergents tels que les prions, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il s'agit d'agents qui avaient défrayé la chronique, qui avaient fait l'actualité il n'y avait pas si longtemps que cela. Et enfin, quand on évoque la surcharge, on parle de l'hémochromatose. Abordons à présent un peu plus dans le détail quelques-uns de ces effets indésirables. Selon la nature du risque, les risques transfusionnels immunologiques, lorsque le système érythrocytaire est en cause, on aura un conflit antigène-anticorps. C'est la base de tout ce qui est conflit immunologique. Cela va provoquer par une hyperhémolyse, une destruction précoce et prématurée des globules rouges. Ce sera le cas, par exemple, d'erreurs de compatibilité ABO, ce qu'on ne devrait plus avoir avec tout ce qui est mis en place comme procédure pour éviter, j'ai suffisamment évoqué toutes ces étapes, notamment de contrôle jusqu'au lit du malade, pour éviter ces erreurs grossières de compatibilité dans le système ABO et voire RH. La présence méconnue d'un allocorps anticorps IME, l'intérêt de la recherche irrégulière, surtout chez des sujets polytransfusés, et puis des transfusions non isogroupes d'un produit qui est porteur d'hémolysine. Les conséquences possibles, c'est une hémolyse intravasculaire ou extravasculaire
et puis la mise en jeu de systèmes entre autres le système de complément, les facteurs, la consommation des facteurs de coagulation, etc. Les aspects cliniques, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Très rapidement, on aura des accidents. Dans les accidents immédiats, un certain nombre de facteurs, un certain nombre de signes cliniques tels qu'une malaise, une rougeur de la face. Cela peut prendre l'aspect de nausée, céphalée, une pâleur, une sensation d'oppression thoracique, la notion de douleur lombaire. Cela, et je veux insister sur ce signe. Lors d'une transfusion, un patient qui commence par se plaindre de douleur lombaire, il faudrait réagir, arrêter la transfusion et réagir, mais vraiment de façon prompte. Là, la survenue de sueur profuse, une tachycardie, une hypotension, le choc et puis la survenue d'une hémoglobinurie, un ictère. Et si on ne le souhaite pas, cela peut continuer jusqu'à la survenue d'une insuffisance rénale. Dans les accidents retardés, c'est l'ictère post-transfusionnel, la survenue d'une oligurie et enfin une inefficacité transfusionnelle. Les risques à long terme étant représentés par l'alloimmunisation post-transfusionnelle, d'où l'intérêt de réaliser une recherche, encore une fois, d'agglutinine irrégulière pour pouvoir mettre en évidence ces anticorps immuns. Lorsque, cette fois-ci, il s'agit d'une erreur en lien avec une incompatibilité dans le système ABO, je le répète encore, on ne devrait plus voir cela. Ce qui est en cause la plupart du temps, c'est une défaillance humaine dans la chaîne transfusionnelle au moment de l'identification du receveur, les contrôles de concordance, l'interprétation du test de contrôle ultime du malade, cela n'est pas bien réalisé pour pouvoir dépister une erreur qui a eu lieu en amont. Donc, il faut bien grouper le receveur et bien sélectionner le produit sanguin labile et respecter les procédures pour prévenir la survenue de ces types d'accidents. Lorsqu'il s'agit d'un anticorps immun qui est passé inaperçu, une RAI qui n'a pas été réalisée, une RAI positive méconnue, et cela n'a pas été pris en compte, prévenir cela, il faudrait réaliser une RAI moins de 3 jours. Je rappelle que la recherche d'agglutinine irrégulière est valable 3 jours et faire une RAI au bon moment dans les séries de transfusion sanguine. Et puis, le contrôle de toute RAI et un contrôle de RAI en post-transfusionnel à 3 mois devrait être réalisé pour prévenir la survenue de ces anticorps. Un anticorps un jour égale un anticorps toujours. Qu'est-ce que ça dit? Vous avez eu un anticorps immun. Peut-être vous avez réalisé une recherche d'agglutinine irrégulière, vous ne retrouvez plus cet anticorps. Il ne faut pas considérer qu'il n'est pas présent. Un anticorps présent, positif, un jour, c'est un anticorps qui est toujours, considéré comme présent. Donc, si on a une RAI qui est positive ou un antécédent de RAI positive, on doit réaliser au laboratoire une épreuve de compatibilité pour pouvoir vous servir la poche adéquate. Le diagnostic de l'hémolyse érythrocytaire va reposer sur un certain nombre de signes cliniques, les fièvres, frissons, les douleurs lombaires, un état de choc, j'en ai parlé. À la biologie, un tableau d'hémolyse intravasculaire, une hémoglobinurie et un bilan d'immunohématologie, le test direct à l'antiglobuline, dénomination actuelle de notre classique test de Coombs, qui sera positif dans le cadre de cette hémolyse intra-érythrocytaire, et la survenue possible de complications rénales et d'une CIVD. La mortalité est estimée à environ 10% dans ce cas. Dans le cadre de ces effets indésirables, il faudrait rapidement arrêter la transfusion, prendre en charge le choc, faire une hydratation avec une diurèse forcée, réaliser une dialyse si nécessaire, procéder à la recherche de PSL compatible et mettre à jour le dossier transfusionnel du patient. Dans le cas lorsqu'on vient d'évoquer le système érythrocytaire et des effets indésirables d'ordre immunologique. Dans le cadre du système leucoplaquetaire,
ce qui nous intéresse, c'est les réactions frissons hyperthermiques qui sont dues à la présence de cytokines. C'est le cas chez des sujets polytransfusés qui vont présenter des anticorps anti-HLA. La clinique, on aura des frissons, des fièvres modérées au cours ou des coups immédiats d'une transfusion, 1 à 2 heures masse. Le trali, c'est l'œdème lésionnel pulmonaire post-transfusionnel. Cela va se caractériser notamment par une détresse respiratoire post-transfusion d'un PSL, 1 à 6 heures après la transfusion. L'hypoxie sera aiguë, l'œdème alvéolaire avec des infiltrats bilatéraux. On n'aura pas de signe de suchage, mais c'est l'apanage des transfusions massives dans le cadre d'infection ou de chirurgie. Le plus souvent, cela va résulter de conflits d'antigènes HLA ou d'antigènes en lien avec les anticorps des antigènes en lien avec des antigènes des neutrophiles du receveur. Et cela est majoré si le sujet est de sexe féminin. Le purpura post-transfusionnel, cela peut se caractériser par, se manifester par une thrombopénie sévère 5 à 12 jours après la transfusion d'un PSL cellulaire. Le mécanisme est auto-immun. Les receveurs de sexe féminin avec des antécédents de grossesse, on va souvent retrouver ce purpura post-transfusionnel et le risque hémorragique est majeur. Le diagnostic va se faire sur la base d'une thrombopénie régénérative avec des tests de coagulation normaux. Les anticorps antiplaquettes HPA-1A vont être positifs ou on va mettre en évidence des mélanges d'anticorps. Pas de transfusion, mais on va utiliser essentiellement des immunoglobulines en intraveineux et la réponse au traitement va s'observer en 3 à 5 jours. Les réactions allergiques, une fois encore, je le dis, elles sont très fréquentes. La plupart du temps, sous-mentionnées, sous-signalées, ça ne devrait pas être le cas dans le cadre de la démarche d'hémovigilance. Même les réactions allergiques doivent être rapportées. Ces réactions allergiques sont liées aux protéines plasmatiques. Cela prend des formes variées. Souvent, c'est bénin. Avec un érythème, un prurite ou un urticaire, parfois, cela peut être assez grave et caractérisé par un asthme, un œdème de Kuhn, voire un choc anaphylactique. Le traitement va faire appel à l'administration d'antihistaminiques associés ou non à des corticoïdes durant la transfusion ou alors, ce qu'on va faire, on va assurer des transfusions à un débit beaucoup plus lent des produits sanguins labiles plasmatiques. Lorsque il s'agit d'infections bactériennes transmises par transfusion, le mécanisme, c'est l'inoculation de bactéries aux malades. Cela peut prendre la forme de bactériémie transitoire ou asymptomatique du donneur, l'introduction de germes de la flore cutanée pendant la ponction veineuse, un consommable ou un environnement souillé, la rupture de la chaîne du foie associée à une prolifération bactérienne. Le tableau clinique va être sous forme de frisson hyperthermique jusqu'au choc infectieux. On aura un clocher thermique avec une élévation de 2 degrés Celsius. Cela suppose, si vous voulez observer ce clocher thermique, qu'au préalable, nous avons dit, parmi les éléments pré-transfusionnels, il faut prendre les constantes, il faut prendre la température du patient avant l'acte transfusionnel et pouvoir observer une augmentation, ce clocher thermique. Si vous n'avez pas au préalable pris la température, vous ne pouvez plus objectiver ce clocher thermique. Donc, également, les douleurs abdominales. L'enquête, le bilan va faire appel à des hémocultures ou à des bilans bactériologiques ou du produit sanguin labile utilisé. Les germes les plus souvent retrouvés, c'est les Escherichia coli, les Klebsiella, les staphylocoques. La prévention passe par la sélection des donneurs, la sepsie du prélèvement, les dérivations des 30 premiers millilitres, les conditions de stockage et le respect de la chaîne du foie pour éviter les pullulations microbiennes. Le traitement, c'est la prise en charge immédiate du patient, le traitement du choc et l'antibiothérapie qui sera, dans un premier temps, probabiliste de première intention
puis secondairement adapté. Lorsqu'il va s'agir maintenant de surcharge volémique, les OAP de surcharge, c'est des incidents qui sont souvent sous-déclarés. Le risque est plus important chez le sujet insuffisant rénal et le sujet cardiaque. Vous comprenez aisément pourquoi les signes d'alerte sont représentés par la dyspnée, la toux, la cyanose, les signes d'OAP et la défaillance cardiaque. La prévention, c'est de faire, surtout sur ces terrains, je vais dire, ces terrains fragiles, une transfusion plus lente avec éventuellement une prémédication par du furosémide. Les surcharges métaboliques vont concerner cette fois-ci l'hypocalcémie. Là, c'est lorsque on va utiliser une transfusion, ce sera le cas de transfusion massive. N'oubliez pas que les conservateurs utilisés contiennent des chélateurs de calcium. Donc, on peut se retrouver en situation d'hypocalcémie. En situation d'hypercalcémie, dans le cas d'hyperhémolyse, qui va augmenter avec l'âge du produit, des produits qui sont là depuis un certain temps, donc ils peuvent induire cette hypercalémie. Et l'hémosidérose, c'est une surcharge ferrique des sujets polytransfusés. Ça peut être le cas chez les drépanocytaires. Cela va donner des complications cardiaques hépatiques. La prévention, c'est l'utilisation de chélateurs du fer, notamment le desféral. Enfin, nous allons parler aussi d'un certain nombre de risques. C'est les risques résiduels qui peuvent survenir de façon décalée dans le temps, c'est-à-dire des sujets qui ont échappé. Actuellement, ce risque est assez réellement, vraiment maîtrisé, les risques résiduels liés au VIH, au virus de l'hépatite B, au virus de l'hépatite C, grâce aux tests. Les tests, je vais dire, très performants, des tests de 4e génération utilisés dans les banques de sang et la réduction au maximum des fenêtres sérologiques. Et n'oubliez pas, élément important qui permet de réduire ces risques résiduels, la sélection des donneurs. Et enfin, les risques émergents, j'en ai déjà évoqué, maladie de Creutzfeldt-Jakob, le West Nile virus, le chikungunya, c'est des virus émergents. Le paludisme, enfin, pour terminer, le paludisme post-transfusionnel, dans nos pays d'endémie, le dépistage du plasmodium n'est pas réalisé systématiquement sur toutes les poches. Sur une enquête qui a été réalisée par notre maître, on avait vu que jusqu'à 15% des patients transfusés en concentré de globules rouges vont développer un paludisme à domicile dans les 10 à 14 jours. Donc, vous comprenez que le fait que nous sommes en situation, en zone d'endémie stable, ce n'est pas tellement, je vais dire, un problème. 15% de ces patients vont développer un paludisme post-transfusionnel. La prise en charge, ça peut passer par un traitement antipaludéen systématique en post-transfusion pour réduire cette incidence. À présent, je vais aborder pour finir en quelques diapositives l'élément important. Nous sommes des professionnels de santé. La plupart du temps, je peux dire que notre préoccupation, c'est juste d'avoir des produits sanguins labiles pour les utiliser. Mais avoir des produits sanguins labiles à disposition pour les utiliser, cela ne peut jamais être l'affaire des acteurs du système transfusionnel seuls. Cela va au-delà des acteurs du système transfusionnel. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour pouvoir assurer la disponibilité de ces produits sanguins labiles et assurer la sécurité transfusionnelle. Pourquoi est-ce qu'il faut donner le sang? Cela nous intéresse tous. Nous sommes un certain nombre, nous sommes des professionnels. Nous devons, j'espère à l'issue de cette matinée, pouvoir convaincre tout le monde à devenir des acteurs actifs du système transfusionnel. Pourquoi est-ce qu'il faut donner du sang? Il faut que nous-mêmes, nous soyons convaincus d'être donneurs de sang pour pouvoir convaincre les autres aussi. Mais il faut donner son sang, mais parce que le sang, sa production artificielle est impossible. Le sang, il est irremplaçable. Et pour atteindre l'autosuffisance en matière de produits sanguins, l'OMS estime que 1% de la population de chaque pays doit être donneur.
ce qui n'est pas encore le cas sous nos cieux. Mais pour être donneur, il faut juste être en bonne santé, avoir un âge compris entre 18 et 65 ans, faire un poids d'au moins 50 kg. Un dernier don doit remonter à 3 mois pour les hommes, à 4 mois pour les femmes. C'est-à-dire que les hommes peuvent faire 4 dons l'année, les femmes peuvent faire 3 dons. Et il ne faut pas être à jeun lors d'un don. Vous buvez, vous mangez un peu avant votre don de sang et vous venez. Donc, dès qu'on est un sujet en bonne santé, on peut être donneur de sang. Mais quand on est donneur de sang également, il faut pouvoir répondre en toute sincérité au questionnaire médical. Parce que vous vous souvenez, on a parlé de la sélection du donneur, on a parlé de pouvoir réduire au maximum les fenêtres sérologiques. Il faut accepter de se soumettre à une visite médicale, prendre connaissance des contre-indications au don afin de s'auto-exclure du don et ne pas avoir de comportement à risque. Déjà, lorsque vous êtes vous-même donneur et que vous êtes un donneur régulier, on évite déjà de prendre des comportements à risque. On prend soin de soi-même et on prend soin également des autres. Est-ce qu'il y a un risque à donner son sang? Mais aucun. Je réponds d'emblée à cette question. Aucun risque à donner son sang. La sécurité du donneur, c'est un geste simple de donner du sang. Et on va utiliser du matériel de prélèvement stérile à usage unique, du matériel qui sera utilisé par du personnel qualifié. On vous prélève, vous êtes en toute sécurité en tant que donneur et la réponse sincère et le respect des recommandations permettent d'assurer cette sécurité et du donneur et du système transfusionnel. Je vous montre sur cette diapositive le gap entre ce qui devrait être, j'ai parlé de 1% de la population des donneurs selon l'OMS, la courbe en bleu, quand on fait une estimation des besoins pour assurer la sécurité transfusionnelle, la couverture transfusionnelle au Bénin, vous avez la courbe en bleu qui représente cette courbe optimale et vous avez en rouge les poches qui sont prélevées. Vous voyez qu'il y a un gap entre la demande et l'offre. Et il nous revient en tant que professionnels de pouvoir réduire au maximum ce gap en faisant appel à une utilisation rationnelle, d'utiliser le sang que quand il est nécessaire. Je rappelle que toute transfusion non nécessaire est inutile. Ne pas mettre du sang quand il n'y a pas une indication à transfuser, le cas des anémies inflammatoires, par exemple. Et vous pouvez voir également sur cette diapositive la demande et les cessions de produits sanguins labiles. Vous comprenez aisément qu'il y a toujours un gap entre la demande et la cession. Donc, d'où une fois encore l'intérêt de mes propos que nous tous, acteurs du système sanitaire, nous mettons la main à la pâte pour susciter l'adhésion au don de sang et que nous puissions atteindre ce seuil critique d'au moins 1% de la population pour pouvoir assurer la sécurité transfusionnelle qui va plus loin que la simple disponibilité des produits sanguins labiles. Et vous voyez sur cette diapositive qu'en fonction de la saison, nous sommes en train de rentrer en saison de pluie actuellement sous nos latitudes et vous savez qu'en saison de pluie, cela va de pair avec l'augmentation des cas incidents de paludisme. Donc, vous voyez que ce gap dont j'ai évoqué entre la demande et l'offre, ce gap va s'accentuer davantage. Donc, le rythme saisonnier a un impact sur la disponibilité de ces produits sanguins labiles. Et comme vous le constatez, mentionné par les deux flèches en rouge, les enfants en pédiatrie vont être surtout les plus gros consommateurs des produits sanguins labiles, suivis de nos mères, suivis de nos sœurs en gynécologie. Donc, au Bénin, les sources, les deux services les plus gros utilisateurs du sang, c'est la pédiatrie, c'est la gynécologie. Et vous comprenez aisément que
les femmes enceintes, les enfants constituent les couches les plus vulnérables pour lesquelles nous devons tous nous battre pour assurer la sécurité transfusionnelle. Donc, les facteurs influençant la disponibilité des produits sanguins, c'est le niveau de collecte du sang. Et en 2021, du fait de la COVID-19, ce niveau de collecte a chuté de 25% selon les données de l'OMS, et de même que le taux des dons de sang a également chuté de 17%. Donc, vous comprenez qu'on doit encore se remobiliser pour pouvoir non seulement atteindre les niveaux d'avant COVID, mais également dépasser ces niveaux pour aller à 1% de notre population. L'utilisation rationnelle des produits sanguins labiles, éviter les transfusions de confort, éviter les transfusions non nécessaires, parce que là où vous mettez une poche non nécessaire, l'instant d'après, on aura besoin de cette poche en pédiatrie, on aura besoin de cette poche chez une femme qui saigne en gynéco et on n'aurait pas cette poche disponible parce qu'une poche non nécessaire est allée à un patient qui n'en avait pas besoin. L'accessibilité géographique et financière va également impacter cette disponibilité, les capacités de conservation et de fractionnement du sang et enfin la capacité à assurer un stock de sécurité. Donc, en conclusion, pour nous tous qui avons été présents, je le rappelle et puis je vais utiliser des images d'Internet pour dire qu'au quotidien, les vrais héros, ce n'est pas Jacques Bauer, 24 heures chrono. Non, les vrais héros, ce n'est pas du tout Jacques Bauer. C'est tous ces donneurs anonymes qui, au quotidien, contribuent à sauver des vies humaines. Tous ces donneurs qui nous permettent à nous de préserver la vie des plus vulnérables, femmes enceintes, des enfants en pédiatrie. Ce sont ceux-là les vrais héros, des gens que nous devons vraiment avoir l'idée que oui, ils sauvent des vies. Donc, l'acte transfusionnel, faire un don de sang, je voudrais nous adhérer tous à ce don de sang. Il faut faire un cadeau qui est rare et précieux, mais combien important pour sauver des vies. Et puis, il ne faut pas attendre demain. Il ne faut pas que ce soit la perte d'un être cher à nous qui va nous amener à y aller. Il faut y aller dès maintenant. Les réserves sont fragiles, très peu disponibles. C'est dès maintenant qu'il faut être donneur de sang. Et je vous remercie et je suis en attente des questions. Merci à tout le monde.